Bonsoir. Alors, ce soir, nous allons lire Le Malade imaginaire. Si vous souhaitez être au courant, en tout cas, des différentes lectures, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, nous sommes rendus à l'acte 2. Qu'est-ce qui se passe? En fait, dans l'acte 1, donc, on a découvert Argan, donc, qui est un petit peu hypocondriaque, on va dire. Il pense qu'il est très malade. Et du coup, il veut marier sa fille au fils de son médecin, pour être sûr qu'il ait tous les médicaments disponibles plus tard par son gendre. Sauf que sa fille Angélique, elle est plutôt amoureuse du jeune Cléante, et donc le voici dans l'acte 2. Donc acte 2, scène 1, Toinette et Cléante. Que demandez-vous, monsieur? Ce que je demande? Ah, c'est vous? Quelle surprise! Que venez-vous faire, Céon? Savoir ma destinée, parler à l'aimable Angélique, consulter les sentiments de son cœur et lui demander ses résolutions sur ce mariage fatal dont on m'a averti. Oui, mais on ne parle pas comme cela depuis temps blanc à Angélique. Il y faut des mystères, et l'on vous a dit l'étroite garde où elle est retenue, qu'on ne la laisse ni sortir ni parler à personne, que ce ne fut que la curiosité d'une vieille tante qui nous fit accorder la liberté d'aller à cette comédie qui donna lieu à la naissance de votre passion. Et nous nous sommes bien gardés de parler de cette aventure. Cléante. Aussi ne viens-je pas ici comme Cléante, et sous l'apparence de son amant, mais comme amie de son maître de musique, dont j'ai obtenu le pouvoir de dire qu'il m'envoie à sa place. Voici son père. Retirez-vous un peu et me laissez lui dire que vous êtes là. Scène 2, Argan, Toinette et Cléante. Argan. Monsieur Purgon m'a dit de me promener le matin dans ma chambre, 12 allées et 12 venues. Mais j'ai oublié à lui demander si c'est en long ou en large. Toinette. Monsieur, voilà un... Parle bas, pandarde. Tu viens m'ébranler tout le cerveau, et tu ne songes pas qu'il ne faut point parler si haut à des malades. Donc là, selon les théoriciens de la langue contemporaine de Molière, Géraud de Cordemoy, dont il se moque ici, les sons parviennent à l'intellect en ébranlant le cerveau. Voilà. Donc Toinette. Je voulais vous dire, monsieur, parle bas, te dis-je. Monsieur. Elle fait semblant de parler. Eh? Je vous dis que... Qu'est-ce que tu dis? Je dis que voilà un homme qui veut parler à vous. Qu'il vienne. Toinette fait signe à Cléante d'avancer. Monsieur? Ne parlez pas si haut, de peur d'ébranler le cerveau de monsieur. Cléante. Monsieur, je suis ravie de vous trouver debout et de voir que vous vous portez mieux. Toinette feignant d'être en colère. Comment? Qu'il se porte mieux? Cela est faux. Monsieur se porte toujours mal. Cléante. J'ai ouï dire que monsieur était mieux et je lui trouve bon visage. Que voulez-vous dire avec votre bon visage? Monsieur l'a fort mauvais, et ce sont des impertinents qui vous ont dit qu'il était mieux. Il ne s'est jamais si mal porté. Elle a raison. Il marche, dort, mange et boit tout comme les autres, mais cela n'empêche pas qu'il ne soit fort malade. Argan. Cela est vrai. Cléante. Monsieur, j'en suis au désespoir. Je viens de la part du maître à chanter de mademoiselle votre fille. Il s'est vu obligé d'aller à la campagne pour quelques jours. Et comme son ami intime, il m'envoie à sa place pour lui continuer ses leçons, de peur qu'en les interrompant, elle ne vînt à oublier ce qu'elle sait déjà. Argan. Fort bien. Appelez Angélique. Je crois, monsieur, qu'il sera mieux de mener monsieur à sa chambre. Non, faites-la venir. Il ne pourra lui donner leçon comme il faut s'ils ne sont en particulier. Si fait, si fait. Monsieur, cela ne fera que vous étourdir et il ne faut rien pour vous émouvoir en l'état où vous êtes et vous ébranler le cerveau. Point, j'aime la musique et je serai bien aise de... Ah, la voici. Allez-vous en voir, vous, si ma femme est habillée. Scène 3, Argan, Angélique, Cléante. Argan. Venez, ma fille, votre maître de musique est allé au chant, et voilà une personne qui l'envoie à sa place pour vous montrer. Ah, ciel! Argan. D'où vient cette surprise? C'est... Quoi? Qui vous émeut de la sorte? C'est, mon père, une aventure surprenante qui se rencontre ici. Comment? J'ai songé cette nuit que j'étais dans le plus grand embarras du monde, et qu'une personne faite tout comme monsieur s'est présentée à moi.
à qui j'ai demandé secours et qui m'est venu tirer de la peine où j'étais. Et ma surprise a été grande de voir inopinément, en arrivant ici, ce que j'ai eu dans l'idée toute la nuit. Ce n'est pas être malheureux que d'occuper votre pensée, soit en dormant, soit en veillant, et mon bonheur serait grand sans doute si vous étiez dans quelque peine dont vous me jugeassiez digne de vous tirer, et il n'y a rien que je ne fisse pour... Voilà, scène 4, Toinette, Cléante, Angélique, Argan. Toinette par dérision. Ma foi, monsieur, je suis pour vous maintenant, et je me dédie de tout ce que je disais hier. Voici monsieur Diafoirus le père et monsieur Diafoirus le fils qui viennent nous rendre visite, que vous serez bien engendrés. Vous allez voir le garçon le mieux fait du monde et le plus spirituel. Il n'a dit que 2 mots qui m'ont ravi, et votre fille va être charmée de lui. Argan à Cléante qui feint de vouloir s'en aller. Ne vous en allez point, monsieur, c'est que je marie ma fille, et voilà qu'on lui amène son prétendu mari, qu'elle n'a point encore vu. C'est m'honorer beaucoup, monsieur, de vouloir que je sois témoin d'une entrevue si agréable. C'est le fils d'un habile médecin, et le mariage se fera dans 4 jours. Fort bien. Mandez-leur un peu à son maître de musique, afin qu'il se trouve à la noce. Je n'y manquerai pas. Je vous y prie aussi. Vous me faites beaucoup d'honneur. Allons, qu'on se range, les voici. Scène 5, Monsieur Diafoirus, Thomas Diafoirus, Argan, Angélique et Cléante. Argan mettant la main à son bonnet sans le loter. Monsieur Purgon, monsieur m'a défendu de découvrir ma tête. Vous êtes du métier, vous savez les conséquences. Monsieur Diafoirus. Nous sommes dans toutes nos visites pour porter secours aux malades, et non pour leur porter de l'incommodité. Argan. Je reçois, monsieur. Ils parlent tous deux en même temps, s'interrompent et confondent. Nous venons ici, monsieur, avec beaucoup de joie. Mon fils Thomas et moi, l'honneur que vous me faites. Vous témoignez, monsieur, et j'aurais souhaité, le ravissement où nous sommes, de pouvoir aller chez vous, de la grâce que vous nous faites, pour vous en assurer, de vouloir bien nous recevoir. Mais vous savez, monsieur, dans l'honneur, monsieur, ce que c'est qu'un pauvre malade, de votre alliance. Si on répète un peu, parce que là, vu que je ne fais pas toutes les voix, ça fait un peu compliqué. Donc, en gros, si je dis que Argan, qu'est-ce qu'il dit? Je reçois, monsieur, avec beaucoup de joie, l'honneur que vous me faites, et j'aurais souhaité de pouvoir aller chez vous pour vous en assurer. Mais vous savez, monsieur, ce que c'est qu'un pauvre malade. Et monsieur Diafoirus, il dit quoi? Nous venons ici, monsieur, mon fils Thomas et moi, vous témoigner, monsieur, le ravissement où nous sommes, de la grâce que vous nous faites, de vouloir bien nous recevoir, dans l'honneur, monsieur, de votre alliance. Voilà. En même temps, là, il continue. Argan qui dit « Qui ne peut faire autre chose ?» Donc, le pauvre malade, qui ne peut faire autre chose que de vous dire ici qu'il cherchera toutes les occasions de vous faire connaître, monsieur, qu'il est tout à votre service. Voilà. Et là, monsieur Diafoirus, il continue, donc il est content. Monsieur Diafoirus avait dit de vouloir bien nous recevoir dans l'honneur, monsieur, de votre alliance, et vous assurer que dans les choses qui dépendront de notre métier, de même qu'en tout autre, nous serons toujours prêts, monsieur, à vous témoigner notre zèle. Il se retourne vers son fils et il lui dit « Allons Thomas, avancez, faites vos compliments. » Thomas Diafoirus est un grand benet, nouvellement sorti des écoles, qui fait toutes choses de mauvaise grâce et à contretemps. N'est-ce pas par le père qu'il convient de commencer? Monsieur Diafoirus. Oui, Thomas Diafoirus. Monsieur, je viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous un second père, mais un second père auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité, mais vous m'avez accepté par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps, mais ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté. Et d'autant plus que les facultés spirituelles sont au-dessus des corporelles, d'autant plus je vous dois, et d'autant plus je tiens précieuse cette future filiation dont je viens aujourd'hui vous rendre par avance les très humbles et très respectueux hommages. Toinette. Vive les collèges d'où l'on sort si habile homme. Thomas. Cela a-t-il bien été, mon père? Optimé, dit son père. Argan Angélique. Allons, saluez monsieur. Thomas Diafoirus. Baiserai-je? Monsieur Diafoirus dit. Oui, oui.
Thomas à Angélique. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on... Ce n'est pas ma femme, c'est ma fille à qui vous parlez. Où donc est-elle? Elle va venir. Attendrai-je, mon père, qu'elle soit venue? Faites toujours le compliment de mademoiselle. Mademoiselle, ne plus, ne moins que la statue de Mémon rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil. Tout de même me sens-je animé d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés. Et comme les naturalistes remarquent que la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, aussi mon cœur, d'ores en avant, tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux adorables, ainsi que vers son pôle unique. Souffrez donc, mademoiselle, que j'appende aujourd'hui à l'autel de vos charmes l'offrande de ce cœur qui ne respire et n'ambitionne autre gloire que d'être toute sa vie. Mademoiselle, votre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur et mari. Ça donne pas envie. Hein. Le gars, il est quand même... Thomas Diafoirus, il n'est pas très habile. Hein. Il est... Même si on ne comprend pas tous les mots. Par exemple, la statue de même nom. Voilà, donc on a la statue de même nom. C'est une statue qui représentait, selon les Grecs, Memnon, fils de l'aurore. On disait que cette statue chantait au lever du soleil. Donc il a essayé d'accumuler des tas de phrases. Ça fait un peu gros cliché, gros lourd, quoi. Hein. Je pense qu'il est un peu lourdeau, notre Thomas Diafoirus. Donc comme futur mari, je pense qu'Angélique, elle aurait préféré quelqu'un de plus fin. Un peu moins lourd. Donc Toinette en le raillant. Voilà ce que c'est que d'étudier, on apprend à dire de belles choses. Donc là, elle se moque carrément du mec parce qu'elle se dit ah mais attends, il est allé à l'école le gars, mais en fait, il sait pas du tout manier les mots, quoi. Il est pas... Enfin, c'est lourd, quoi. Argan à Cléante. Et que dites-vous de cela? Que monsieur fait merveille et que s'il est aussi bon médecin qu'il est bon orateur, il y aura plaisir à être de ses malades. Toinette. Assurément, ce sera quelque chose d'admirable s'il fait d'aussi belles cures qu'il fait de beaux discours. Argan. Allons, vite, ma chaise, et des sièges à tout le monde. Mettez-vous là, ma fille. Vous voyez, monsieur, que tout le monde admire monsieur votre fils, et je vous trouve bien heureux de vous voir un garçon comme cela. Monsieur Diafoirus. Monsieur, ce n'est pas parce que je suis son père, mais je puis dire que j'ai sujet d'être content de lui, et que tous ceux qui le voient en parlent comme d'un garçon qui n'a point de méchanceté. Il n'a jamais eu l'imagination bien vive, ni ce feu d'esprit qu'on remarque dans quelques-uns, mais c'est par là que j'ai toujours bien auguré de sa judiciaire. Alors là, on va quand même se poser un peu. Donc, quand il n'a jamais eu une imagination bien vive, ni ce feu, donc cette vivacité d'esprit qu'on remarque dans quelques-uns, mais c'est par là que j'ai toujours bien auguré de sa judiciaire, sa capacité de jugement. Qualité requise pour l'exercice de notre art. Lorsqu'il était petit, il n'a jamais été ce qu'on appelle mièvre et éveillé. On le voyait toujours doux, paisible et taciturne, ne disant jamais mot et ne jouant jamais à tous ces petits jeux que l'on nomme enfantins. On eut toutes les peines du monde à lui apprendre à lire, et il avait 9 ans qu'il ne connaissait pas encore ses lettres. Bon, disais-je en moi-même, les arbres tardifs sont ceux qui portent les meilleurs fruits. On grave sur le marbre bien plus malaisément que sur le sable, mais les choses y sont conservées bien plus longtemps. Et cette lenteur à comprendre, cette pesanteur d'imagination, est la marque d'un bon jugement à venir. Lorsque je l'envoyais au collège, il trouvait de la peine, mais il se raidissait contre les difficultés, et ses régents se louaient toujours à moi de son assiduité et de son travail. Enfin, à force de battre le fer, il en est venu glorieusement à avoir ses licences. Et je puis dire sans vanité que depuis 2 ans qu'il est sur les bancs, il n'y a point de candidat qui ait fait plus de bruit que lui dans toutes les disputes de notre école. Il s'y est rendu redoutable, et il ne s'y passe point d'acte où il n'aille argumenter à outrance pour la proposition contraire. Il est ferme dans la dispute, fort comme un turc sur ses principes, ne démord jamais de son opinion et poursuit un raisonnement jusque dans les derniers recoins de la logique. Mais sur toute chose, ce qui me plaît en lui, et en quoi il suit mon exemple, c'est qu'il s'attache aveuglément aux opinions de nos anciens, et que jamais il n'a voulu comprendre ni écouter les raisons et les expériences des prétendues découvertes de notre siècle, touchant la circulation du sang et autres opinions de même farine, du même genre. Thomas Diafoirus. Il tire une grande thèse, roulée de sa poche, qu'il présente à Angélique. J'ai contre les circulateurs, donc les circulateurs, c'est ceux qui soutiennent la théorie nouvelle à l'époque, selon laquelle le sang circule dans le corps.
J'ai contre les circulateurs soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle comme un hommage que je lui dois des prémices de mon esprit. Monsieur, c'est pour moi un meuble inutile, et je ne me connais pas à ces choses-là. Toinette. Donnez, donnez, elle est toujours bonne à prendre pour l'image. Cela servira à parer notre chambre. Thomas Diafoirus. Avec la permission aussi de monsieur, je vous invite à venir voir, l'un de ces jours pour vous divertir, la dissection d'une femme sur quoi je dois raisonner. Toinette. Le divertissement sera agréable. Il y en a qui donnent la comédie à leur maîtresse, mais donner une dissection est quelque chose de plus galant. Monsieur Diafoirus. Au reste, pour ce qui est des qualités requises pour le mariage et la propagation, je vous assure que selon les règles de nos docteurs, il est tel qu'on le peut souhaiter, qu'il possède en un degré louable la vertu prolifique. En gros, il est capable de faire des enfants, il n'y a pas de problème, quoi. Et qu'il ait du tempérament qu'il faut pour engendrer et procréer des enfants bien conditionnés, bien constitués. Argan. N'est-ce pas votre intention, monsieur, de le pousser à la cour et d'y ménager pour lui une charge de médecin? Monsieur Diafoirus. À vous en parler franchement, notre métier auprès des grands ne m'a jamais paru agréable, et j'ai toujours trouvé qu'il valait mieux pour nous autres demeurer au public. Le public est commode, vous n'avez à répondre de vos actions à personne, et pourvu que l'on suive le courant des règles de l'art, on ne se met point en peine de tout ce qui peut arriver. Mais ce qu'il y a de fâcheux auprès des grands, c'est que quand ils viennent à être malades, ils veulent absolument que leur médecin les guérisse. Toinette. Cela est plaisant, et ils sont bien impertinents de vouloir que vous autres, messieurs, vous les guérissiez. Vous n'êtes point auprès d'eux pour cela, vous n'y êtes que pour recevoir vos pensions et leur donner des remèdes. C'est à eux à guérir s'ils peuvent. Monsieur Diafoirus. Cela est vrai, on n'est obligé qu'à traiter les gens dans les formes. Argan à Cléante. Monsieur, faites un peu chanter ma fille devant la compagnie. J'attendais vos ordres, monsieur, et il m'est venu en pensée, pour divertir la compagnie, de chanter avec mademoiselle une scène d'un petit opéra qu'on a fait depuis peu. À Angélique, lui donnant un papier. Tenez, voilà votre partie. Moi? Cléante bat à Angélique. Ne vous défendez point, s'il vous plaît, et me laissez-vous faire comprendre ce que c'est que la scène que nous devons chanter. Oh. Je n'ai pas une voix à chanter, mais il suffit que je me fasse entendre et l'on aura la bonté de m'excuser par la nécessité où je me trouve de faire chanter mademoiselle. Les vers en sont-ils beaux? C'est proprement ici un petit opéra, impromptu, et vous n'allez entendre chanter que de la prose cadencée ou des manières de vers libres, telles que la passion et la nécessité peuvent faire trouver à deux personnes qui disent les choses d'elles-mêmes et parlent sur le champ. Fort bien, écoutons. Cléante, sous le nom d'un berger, explique à Angélique son amour depuis leur rencontre, et ensuite ils s'appliquent leurs pensées l'un à l'autre en chantant. Voici le sujet de la scène. Un berger était attentif aux beautés d'un spectacle qui ne faisait que de commencer, lorsqu'il fut tiré de son attention par un bruit qu'il entendit à ses côtés. Il se retourne et voit un brutal qui, de paroles insolentes, maltraitait une bergère. D'abord il prend les intérêts d'un sexe à qui tous les hommes doivent hommage, et après avoir donné au brutal le châtiment de son insolence, il vient à la bergère et voit une jeune personne qui, les deux plus beaux yeux qu'il eût jamais vus, versait des larmes qu'il trouva les plus belles du monde. « Hélas, dit-il en lui-même, est-on capable d'outrager une personne si aimable? Et quel humain, quel barbare ne serait touché par de tels charmes ?» Il prend soin de les arrêter, ces larmes qu'il trouve si belles, et l'aimable bergère prend soin en même temps de le remercier de son léger service. Mais d'une manière si charmante, si tendre et si passionnée, que le berger n'y peut résister, et chaque mot, chaque regard, est un trait plein de flamme dont son cœur se sent pénétrer. Est-il, disait-il, quelque chose qui puisse mériter les aimables paroles d'un tel remerciement? Et que ne voudrait-on pas faire? À quel service, à quel danger ne serait-on pas ravi de courir pour s'attirer un seul moment de touchante douceur d'une âme si reconnaissante? Tout le spectacle passe sans qu'il y donne aucune attention. Mais il se plaint qu'il est trop court, parce qu'en finissant, il le sépare de son adorable bergère. Et de cette première vue, de ce premier moment, il emporte chez lui tout ce qu'un amour de plusieurs années peut avoir de plus violent. Le voilà aussitôt à sentir tous les maux de l'absence. Il est tourmenté de ne plus voir ce qu'il a si peu vu. Il fait tout ce qu'il peut pour se redonner cette vue, dont il conserve nuit et jour une si chère idée. Mais la grande contrainte où l'on tient sa bergère lui en ôte tous les moyens.
La violence de sa passion le fait résoudre à demander en mariage l'adorable beauté, sans laquelle il ne peut plus vivre. Et il en obtient d'elle la permission par un billet qu'il a adressé de lui faire tenir. Mais dans le même temps, on l'avertit que le père de cette belle a conclu son mariage avec un autre et que tout se dispose pour en célébrer la cérémonie. Jugez quelle atteinte cruelle au cœur de ce triste berger. Le voilà accablé d'une mortelle douleur. Il ne peut souffrir l'effroyable idée de voir tout ce qu'il aime entre les bras d'un autre. Et son amour, au désespoir, lui fait trouver moyen de s'introduire dans la maison de sa bergère pour apprendre ses sentiments et savoir d'elle la destinée à laquelle il doit se résoudre. Il y rencontre les apprêts de tout ce qu'il craint. Il y voit venir l'indigne rival que le caprice d'un père oppose aux tendresses de son amour. Il le voit triomphant, ce rival ridicule, auprès de l'aimable bergère, ainsi qu'auprès d'une conquête qui lui est assurée. Et cette vue le remplit d'une colère dont il a peine à se rendre le maître. Il jette de douloureux regards sur celle qu'il adore, et son respect et la présence de son père l'empêchent de lui rien dire que des yeux. Mais enfin il force toute contrainte et le transport de son amour l'oblige à lui parler ainsi. Il chante. Belle Phyllis, c'est trop souffrir. Rompons ce dur silence et m'ouvrez vos pensées. Apprenez-moi ma destinée, faut-il vivre, faut-il mourir? Angélique répond en chantant. Vous me voyez, Tircis, triste et mélancolique, aux apprêts de l'hymen dont vous vous alarmez. Je lève au ciel les yeux, je vous regarde, je soupire. C'est vous en dire assez. Argan. Ouais, je ne croyais pas que ma fille fût si habile que de chanter ainsi à livre ouvert sans hésiter. Cléante. Hélas, belle Phyllis, se pourrait-il que l'amoureux Tircis... Que l'amoureux Tircis eût assez de bonheur pour avoir quelque place dans votre cœur? Je ne m'en défends point dans cette peine extrême. Oui, Tircis, je vous aime. Ô paroles pleines d'appât, ai-je bien entendu, hélas? Redites-la, Phyllis, que je n'en doute pas. Oui, Tircis, je vous aime. De grâce encore, Phyllis, je vous aime. Recommencez 100 fois, ne vous en lassez pas. Je vous aime, je vous aime. Oui, Tircis, je vous aime. Dieu, roi, qui sous vos pieds regardez tout le monde, pouvez-vous comparer votre bonheur au mien? Mais Phyllis, une pensée vient troubler ce doux transport. Un rival, un rival. Ah, je le hais plus que la mort, et sa présence ainsi qu'à vous m'est un cruel supplice. Mais un père à ses vœux vous veut assujettir. Plutôt mourir que de jamais y consentir. Plutôt mourir. Plutôt mourir. Bon, là, elle chante, hein, je n'ai pas fait de chanson. Argan. Et que dit le père à tout cela? Cléante. Il ne dit rien. Voilà un sot père que ce père-là de souffrir toutes ces sottises-là sans rien dire. Cléante. Ah, mon amour. Argan. Non, en voilà assez. Cette comédie-là est de fort mauvais exemples. Le berger Tircis est un impertinent et la bergère Phyllis une impudente de parler de la sorte devant son père. Montrez-moi ce papier. Ah ah, où sont donc les paroles que vous avez dites? Il n'y a là que de la musique écrite. Est-ce que vous ne savez pas, monsieur, qu'on a trouvé depuis peu l'invention d'écrire les paroles avec les notes mêmes? Fort bien, je suis votre serviteur, monsieur, jusqu'au revoir. Nous nous serions bien passés de votre impertinent opéra. J'ai cru vous divertir. Les sottises ne divertissent point. Ah, voici ma femme. Scène 6, Béline, Argan, Antoinette, Angélique, monsieur Diafoirus, Thomas Diafoirus. Argan. M'amour, voilà le fils de monsieur Diafoirus. Thomas Diafoirus commence un compliment qu'il avait étudié, et la mémoire lui manquant, il ne peut continuer. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on voit sur votre visage... Il ne sait plus. Béline. Monsieur, je suis ravie d'être venue ici à propos pour vous avoir l'honneur de vous voir. Thomas Diafoirus. Puisque l'on voit sur votre visage... Madame, vous m'avez interrompu dans le milieu de ma période, et cela m'a troublé ma mémoire. Monsieur Diafoirus. Thomas, réservez cela pour une autre fois. Argan. Je voudrais, mamie, que vous eussiez été ici tantôt. Toinette. Ah, madame, vous avez bien perdu de n'avoir point été au second père, à la statue de même nom et à la fleur nommée héliotrope.
Argan. Allons, ma fille, touchez dans la main de monsieur et lui donnez votre foi comme à votre mari. Mon père! Eh bien, mon père, qu'est-ce que cela veut dire? De grâce, ne précipitez pas les choses. Donnez-nous au moins le temps de nous connaître et de voir naître en nous, l'un pour l'autre, cette inclination si nécessaire à composer une union parfaite. Oh, quant à moi, mademoiselle, elle est déjà toute née en moi, et je n'ai pas besoin d'attendre davantage. Angélique. Si vous êtes si prompte, monsieur, il n'en est pas de même de moi. Et je vous avoue que votre mérite n'a pas encore fait assez d'impression dans mon âme. Argan. Oh, bien, bien. Cela aura tout le loisir de se faire quand vous serez mariés ensemble. Angélique. Hé, mon père, donnez-moi du temps, je vous prie. Le mariage est une chaîne où l'on ne doit jamais se soumettre, où l'on ne doit jamais soumettre un cœur par force. Et si monsieur est honnête homme, il ne doit point vouloir accepter une personne qui serait à lui par contrainte. Thomas Diafoirus. Nego consequentiam. Je conteste ce que vous déduisez de votre proposition. Mademoiselle. Donc, nego consequentiam, mademoiselle. Et je puis être honnête homme et vouloir bien vous accepter des mains de monsieur votre père. Angélique. C'est un méchant moyen de se faire aimer de quelqu'un que de lui faire violence. Thomas. Nous lisons des anciens, mademoiselle, que leur coutume était d'enlever par force de la maison des pères les filles qu'on menait mariées, afin qu'il ne semblât pas que ce fût de leur consentement qu'elles convolaient dans les bras d'un homme. Les anciens, monsieur, sont les anciens, et nous sommes les gens de maintenant. Les grimaces ne sont point nécessaires dans notre siècle, et quand un mariage nous plaît, nous savons fort bien y aller sans qu'on nous y traîne. Donnez-vous patience, si vous m'aimez, monsieur, vous devez vouloir tout ce que je veux. Thomas Diafoirus. Oui, mademoiselle, jusqu'aux intérêts de mon amour exclusivement. Angélique. Mais la grande marque d'amour, c'est d'être soumis aux volontés de celle qu'on aime. Distinguo, mademoiselle, dans ce qui ne regarde point sa possession, concedo, mais dans ce qui la regarde, nego. Ça veut dire qu'il établit, donc distinguo, j'établis une distinction, mademoiselle, dans ce qui ne regarde point sa possession, je suis d'accord, je l'admets, mais dans ce qui la regarde, je dis non. Il n'a pas l'air très malin et en plus, il a l'air un peu dur. Toinette. Vous avez beau raisonner, monsieur est frais et moulu du collège, et il vous donnera toujours votre reste. Pourquoi tant résister et refuser la gloire d'être attaché au corps de la faculté? Béline. Elle a peut-être quelque inclination en tête? Si j'en avais, madame, elle serait telle que la raison et l'honnêteté pourraient me la permettre. Ouais, je joue ici un plaisant personnage. Si j'étais que de vous, mon fils, je ne la forcerais point à se marier, et je sais bien ce que je ferais. Angélique, je sais, madame, ce que vous voulez dire, et les bontés que vous avez pour moi, mais peut-être que vos conseils ne seront pas assez heureux pour être exécutés. Béline, c'est que les filles bien sages et bien honnêtes, comme vous, se moquent d'être obéissantes et soumises aux volontés de leur père. Cela était bon autrefois. Donc, au XVIIe siècle, une fille est, selon la loi, entièrement soumise à son père. Mais les mentalités évoluent et l'on admet aussi l'idée qu'un mariage puisse aussi se faire par amour, pourvu qu'il respecte les conventions. Donc en fait, voilà, on évolue, on est dans un temps où on évolue, mais pas suffisamment. Angélique, le devoir d'une fille a des bornes, madame, et la raison et les lois ne l'étendent point à toutes sortes de choses. Béline, c'est-à-dire que vos pensées ne sont que pour le mariage, mais vous voulez choisir un époux à votre fantaisie. Si mon père ne veut pas me donner un mari qui me plaise, je le conjurerai au moins de ne point me forcer à épouser un que je ne puisse aimer. Argan. Messieurs, je vous demande pardon de tout ceci. Angélique. Chacun a son but en se mariant. Pour moi, qui ne veux un mari que pour l'aimer véritablement et qui prétend en faire tout l'attachement de ma vie, je vous avoue que j'y cherche quelques précautions. Il y en a d'aucunes qui prennent des maris seulement pour se tirer de la contrainte de leurs parents et se mettre en état de faire tout ce qu'elles voudront. Il y en a d'autres, madame, qui font du mariage un commerce de pur intérêt, qui ne se marient que pour gagner des douaires, que pour s'enrichir par la mort de ceux qu'elles épousent, et courent sans scrupule de mari en mari pour s'approprier leurs dépouilles. Ces personnes-là, en vérité, n'y cherchent pas tant de façon et regardent peu à la personne. Béline, je vous trouve aujourd'hui bien raisonnante, et je voudrais bien savoir ce que vous voulez dire par là. Moi, madame, que voudrais-je dire? Que ce que je dis. Vous êtes si sotte, mamie, qu'on ne saurait plus vous souffrir.
Vous voudriez bien, madame, m'obliger à vous répondre quelque impertinence, mais je vous avertis que vous n'aurez pas cet avantage. Béline. Il n'est rien d'égal à votre insolence. Non, madame, vous avez beau dire. Et vous avez un ridicule orgueil, une impertinente présomption qui fait hausser les épaules à tout le monde. Tout cela, madame, ne servira de rien. Je serai sage en dépit de vous, et pour vous ôter l'espérance de pouvoir réussir dans ce que vous voulez, je vais m'ôter de votre vue. Argan. Écoute, il n'y a point de milieu à cela. Choisis d'épouser dans 4 jours, ou monsieur, ou un couvent. Béline, ne vous mettez pas en peine, je l'arrangerai bien. Béline. Je suis fâchée de vous quitter, mon fils, mais j'ai une affaire en ville dont je ne puis me dispenser. Je reviendrai bientôt. Allez, m'amour, et passez chez votre notaire, afin qu'il expédie ce que vous savez. Adieu, mon petit ami. Adieu, mamie. Voilà une femme qui m'aime. Cela n'est pas croyable. Monsieur Diafoirus. Nous allons, monsieur, prendre congé de vous. Je vous prie, monsieur, de me dire un peu comment je suis. Monsieur Diafoirus lui tâte le pouls. Allons, Thomas, prenez l'autre bras de monsieur pour voir si vous saurez porter un bon jugement de son pouls. Quid dicis? Donc, que dis-tu? Dico. Donc, je dis que le pouls de monsieur est le pouls d'un homme qui ne se porte point bien. Bon, qu'il est duriuscule, pour ne pas dire dur. Un peu dur. Monsieur Diafoirus. Fort bien. Thomas Diafoirus. Repoussant. Béné. Et même un peu caprisant. Optimé. Ce qui marque une intempérie dans le parenchyme splénique, c'est-à-dire la rate. Fort bien. Argan. Non, monsieur Purgon dit que c'est mon foie qui est malade. Eh oui, qui dit parenchyme dit l'un et l'autre à cause de l'étroite sympathie qu'ils ont ensemble, par le moyen du vas brevet, du pyloré et souvent des méates colidoques. Il vous ordonne sans doute de manger force rôti. Non, non, rien que du bouilli. Eh oui, rôti, bouilli, même chose. Il vous ordonne fort prudemment et vous ne pouvez être en de meilleures mains. Monsieur, combien est-ce qu'il faut mettre de grains de sel dans un œuf? 6, 8, 10 par les nombres pairs, comme dans les médicaments par les nombres impairs. Jusqu'au revoir, monsieur. Donc on sent que c'est un petit peu des médecins de pacotille, hein, Diafoirus. Un peu foireux, comme son nom. Donc, ça, c'était peut-être pas nécessaire. Scène 7, Béline et Argan. Béline. Je viens, mon fils, avant que de sortir, vous donner avis d'une chose à laquelle il faut que vous preniez garde. En passant par devant la chambre d'Angélique, j'ai vu un jeune homme avec elle, qui s'est sauvé d'abord qu'il m'a vu. Un jeune homme avec ma fille? Oui, votre petite fille Louison était avec eux, qui pourra vous en dire des nouvelles. Envoyez-la ici, m'amour, envoyez-la ici. Ah, l'effronter, je ne m'étonne plus de sa résistance. Scène 8, Louison Argan. Qu'est-ce que vous voulez, mon papa? Ma belle-maman m'a dit que vous me demandez. Oui, venez, ça. Avancez là. Tournez-vous, levez les yeux, regardez-moi. Et quoi, mon papa? Là. Quoi? N'avez-vous rien à me dire? Je vous dirai, si vous voulez, pour vous désennuyer, le conte de Podane ou bien la fable du corbeau et du renard qu'on m'a apprise depuis peu. Ah. Ce n'est pas là ce que je vous demande. Quoi donc? Ah, rusé, vous savez bien ce que je veux dire. Pardonnez-moi, mon papa. Est-ce là, comme vous m'obéissez? Quoi? Ne vous ai-je pas recommandé de me venir dire d'abord tout ce que vous voyez? Oui, mon papa. L'avez-vous fait? Oui, mon papa. Je vous suis venu dire tout ce que j'ai vu. Et n'avez-vous rien vu aujourd'hui? Non, mon papa. Non, non, mon papa. Assurément? Assurément. Oh, ça, je m'en vais vous faire voir quelque chose, moi. Il va prendre une poignée de verges. Les baguettes des brindilles. Oh, mon papa! Ah ah, petite masque! Vous ne me dites pas ce que vous avez vu un homme dans la chambre de votre sœur? Mon papa! Voici qui vous apprendra à mentir. Louison se jette à genoux. Oh, mon papa, je vous demande pardon, c'est que ma sœur m'avait dit de ne pas vous le dire, mais je m'en vais vous dire tout. Il faut premièrement que vous ayez le fouet pour avoir menti. Puis après, nous verrons au reste. Pardon, mon papa. Non, non, mon pauvre papa, ne me donnez pas le fouet. Vous l'aurez. Au nom de Dieu, mon papa, que je ne l'ai pas. Argan la prenant pour la fouetter. Allons, allons. Oh, mon papa, vous m'avez blessée. Attendez, je suis morte. Elle contrefait la morte. Oh là, qu'est-ce là? Qu'est-ce là? Louison, Louison, oh mon Dieu, Louison.
Ah, ma fille, ah, malheureux, ma pauvre fille est morte. Qu'ai-je fait, misérable, ah, chienne de verge? La peste soit des verges. Ah, ma pauvre fille, ma pauvre petite Louison. Là, là, mon papa, ne pleurez point tant, je ne suis pas morte tout à fait. Voyez-vous, la petite rusée, ah, ah, ça, je vous pardonne pour cette fois-ci, pourvu que vous me disiez bien tout. Oh oui, mon papa. Prenez-y bien garde au moins, car voilà un petit doigt qui sait tout, qui me dira si vous mentez. Oh, mais mon papa, ne dites pas à ma soeur que je vous l'ai dit. Non, non, c'est mon papa qu'il est venu un homme dans la chambre de ma soeur comme j'y étais. Eh bien, je lui ai demandé ce qu'il demandait et il m'a dit qu'il était son maître à chanter. Ah ah, voilà l'affaire. Eh bien, ma soeur est venue après. Eh bien, elle lui a dit « Sortez, 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 mon Dieu, sortez, vous me mettez au désespoir. » Eh bien, et lui, il ne voulait pas sortir. Qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait je ne sais combien de choses. Et quoi encore? Il lui disait tout ci, tout ça, qu'il l'aimait bien et qu'elle était la plus belle du monde. Et puis après, il se mettait à genoux devant elle. Et puis après, il lui baisait les mains. Et puis après, ma belle-maman est venue à la porte et il s'est enfui. Il n'y a pas autre chose? Non, mon papa. Voilà mon petit doigt pourtant qui gronde quelque chose. Il met son doigt à son oreille. Attendez. Eh, ah, oui. Oh, voilà mon petit doigt qui me dit quelque chose que vous avez vu et que vous ne m'avez pas dit. Oh, mon papa, votre petit doigt est un menteur. Prenez garde. Non, mon papa, ne le croyez pas, il ment, je vous assure. Eh bien, nous verrons cela. Allez-vous-en et prenez bien garde à tout. Allez. Ah, il n'y a plus d'enfants, ah, que d'affaires. Je n'ai pas seulement le loisir de songer à ma maladie. En vérité, je n'en puis plus. Il se remet dans sa chaise. Là, il y avait une petite indication. Cette réplique, donc « Ah, il n'y a plus d'enfants », d'Argan, très connue et souvent citée pour évoquer l'idée que les enfants perdent trop tôt leur fraîcheur et leur innocence, n'est sans doute pas de Molière lui-même. Elle n'apparaît en effet que dans l'édition de 1882, 9 ans après sa mort. Effectivement, il y a un problème. Donc, scène 9, dernière scène, Bérald Argan. Eh bien, mon frère, qu'est-ce? Comment vous portez-vous? Ah, mon frère, fort mal. Comment fort mal? Oui, je suis dans une faiblesse si grande que cela n'est pas croyable. Voilà qui est fâcheux. Je n'ai pas seulement la force de pouvoir parler. Oh, j'étais venu ici, mon frère, vous proposer un parti pour ma nièce Angélique. Argan, parlant avec emportement et se levant de sa chaise. Mon frère, ne parlez point de cette coquine-là. C'est une friponne, une impertinente, une effrontée que je mettrai dans un couvent avant qu'il soit 2 jours. Bérald. Ah, voilà qui est bien. Je suis bien aise que la force vous revienne un peu et que ma visite vous fasse du bien. Oh, ça, nous parlerons d'affaires tantôt. Je vous amène ici un divertissement que j'ai rencontré qui dissipera votre chagrin et vous rendra l'âme mieux disposée aux choses que nous avons à dire. Ce sont des Égyptiens vêtus en mort qui font des danses mêlées de chansons où je suis sûre que vous prendrez plaisir et cela vaudra bien une ordonnance de M. Purgon. Allons. Deuxième intermède, le frère du malade imaginaire lui amène pour le divertir plusieurs Égyptiens et Égyptiennes vêtus en mores, M-O-R-E-S, qui font des danses entremêlées de chansons. Donc, la première femme mort. Profitez du printemps de vos beaux ans, aimable jeunesse. Profitez du printemps de vos beaux ans, donnez-vous à la tendresse. Les plaisirs les plus charmants, sans l'amoureuse flamme, pour contenter une âme, n'ont point d'attrait assez puissant. Profitez du printemps de vos beaux ans, aimable jeunesse. Profitez du printemps de vos beaux ans, donnez-vous à la tendresse. Ne perdez point ces précieux moments. La beauté passe, le temps l'efface, l'âge de glace vient à sa place, qui nous ôte le goût de ces doux passe-temps. Profitez du printemps de vos beaux ans, aimable jeunesse. Profitez du printemps de vos beaux ans, donnez-vous à la tendresse. La seconde femme mort. Quand d'aimer on nous presse, à quoi songez-vous? Nos cœurs dans la jeunesse n'ont vers la tendresse qu'un penchant trop doux. L'amour a, pour nous prendre, de si doux attraits que de soi attendre. Que de soi sans attendre, on voudrait se rendre à ses premiers traits. Mais tout ce qu'on écoute des vives douleurs et des pleurs qu'il nous coûte, fait qu'on en redoute toutes les douceurs. Troisième femme mort. Il est doux à notre âge d'aimer tendrement un amant qui s'engage. Mais s'il est volage, hélas, quel tourment. Quatrième femme mort.
L'amant qui se dégage n'est pas le malheur, la douleur et la rage. C'est que le volage garde notre cœur. Seconde femme mort. Quel parti faut-il prendre pour nos jeunes cœurs? Quatrième femme mort. Devons-nous nous y rendre malgré ces rigueurs? Et ensemble, oui, suivons ses ardeurs, ses transports, ses caprices, ses douces langueurs. S'il a quelques supplices, il a 100 délices qui charment les cœurs. Entrée de ballet, tous les morts dansent ensemble et font sauter des singes qu'ils ont amenés avec eux. Voilà. Et après, donc là, c'est la fin de l'acte 2. Donc, ce sera l'acte 3 la prochaine fois. Voilà. Bonne soirée!